de ton côté. Donc, cette semaine, j'ai décidé d'aller faire un tour au Musée royal de l'Ontario. Donc, on l'appelle le ROM ici à Toronto. Et puis, ce qui est intéressant, alors, point de vue architectural, c'est qu'on a les vieux bâtiments ici et il y a un architecte qui a essayé de revitaliser le musée et a pris son inspiration à partir de la minéralogie et des cristaux. Donc, on peut voir ici, c'est un mélange de bâtiments modernes et plus anciens, et c'est fantastique comme bâtiment. Ce que je vais faire, je vais juste voir si je peux... j'avais ici... Voilà. Donc, le nom de l'architecte, on peut mettre ça un petit peu plus grand. Le nom de l'architecte, c'est Michael Lichin. Et ce qui est intéressant, c'est que l'architecture n'est pas comme ça seulement à l'extérieur du musée, mais aussi à l'intérieur. Donc, je suis allé il y a quelques jours, je n'ai pas eu le temps de regarder toutes les photos que j'ai faites, donc je vais probablement faire une émission ou un petit segment qui montre l'architecture intérieure et extérieure de ce musée. Parce que n'oubliez pas, lorsque l'on veut faire de l'architecture, construction autre, l'utilisation des matériaux et son agencement est toujours intéressant. Quelquefois, on doit faire un peu d'ingénierie, bien sûr. Alors, voyons voir un peu ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Donc, voyons voir où est-ce que c'est. Donc, la raison principale que je voulais aller voir le musée, c'était pour aller voir la section minéralogie, et juste parce que j'ai perdu les vidéos, c'est pas drôle. Voyons voir, ça c'est celui-ci. Voyons voir. On va essayer de le trouver de cette façon-ci. Voyons voir. Tiens, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est. Nous allons regarder un vidéo faire et on va regarder celui-ci. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une roche, bien sûr, je suis géologue et c'est toujours un de mes intérêts. J'aime aussi l'espace, qui est aussi un autre de mes intérêts. Donc, si on pense à géologie et roche et espace, est-ce que quelqu'un dans l'audience peut me dire ce que vous pensez que nous voyons ici? Est-ce qu'il y a une théorie? On peut toujours le taper ici, c'est toujours intéressant. Et ceux qui regardent en diffusion, vous pouvez toujours taper votre réponse dans la section commentaires en bas. Donc, c'est une roche. On peut remarquer que il y a des petits trous, alors ce n'est pas uni. Alors ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est une météorite qui est métallique. Voilà, ici, chiffre alphabet dit une pierre de la Lune, c'est vrai. Tout à l'heure, on va voir, il y a quelques exemples de pierres de Lune. Celui-ci est une météorite métallique qui est arrivée sur Terre. Donc, j'ai parlé il y a quelques temps de la différence entre... Je reviens à vous, donnez-moi un instant. Voyons voir si... Alors ici, notre caméra va mettre sa mise au point. Voyons voir comment est-ce qu'on peut refaire ceci. Ah, même si on ne voit pas mon visage, c'est pas grave. OK. Donc, chiffre alphabet a raison, c'est une pierre qui vient de l'extérieur de notre Terre. Il y a des pierres de Lune, c'est vrai, mais souvent, lorsqu'on est patient, il y a de ces matériaux qui arrivent sur notre planète. Donc ça, c'est intéressant. Cette météorite avait peut-être, je ne sais pas, 60-70 cm de diamètre, donc c'est intéressant. Donc je vais continuer la vidéo. Ça montre une variété ici de météorites. Donc on va de côté et je vais voir si je peux éditer cela plus tard, mais je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Donc on peut voir qu'ici, nous avons d'autres météorites. Donc je rappelle qu'une météorite, c'est un objet que l'on peut se pencher et prendre dans ses mains. Donc ici, on a des exemples de météorites métalliques.
Donc, lorsque ceci arrive dans notre atmosphère, il y a une friction et ça se chauffe. Et donc, le métal va fondre la partie extérieure. Et à cause de la friction et l'aérodynamisme, il y a une forme qui peuvent se faire. Ça ici, ce sont d'autres météorites, mais on peut voir ici, il y a d'autres fragments à l'intérieur. Donc, il y a des météorites qui sont seulement, je vais arrêter ça, qui sont seulement faits de métaux, d'autres sont faits de métaux et de roches, d'autres de métaux et de minéraux, et d'autres sont faits rocheuses seulement. Donc, c'est intéressant. Donc, ici, on peut voir que, voyons voir si je peux regarder la vidéo, comme ça, je peux aller avec ma souris. Donc, j'ai perdu mon image. C'est excitant. Voir où suis-je. Alors, je vais le regarder comme ceci. Donc, sur la partie du haut, ce qu'on peut voir, c'est une tranche de météorite. Donc, bien sûr, lorsque ceci arrive sur la Terre, il n'y en a pas des millions que l'on peut voir et on peut faire de la recherche. Souvent, on peut les garder entières, mais souvent, on va les trancher. Comme ça, plusieurs centres de recherche, plusieurs musées peuvent avoir un fragment de ce météorite. Donc ici, ce météorite, ce qui est intéressant, c'est qu'il est fait de métal et on peut voir la partie argentée lorsqu'on regarde la partie du haut. Et il y a bien sûr souvent des minéraux disponibles. Donc ici, c'est de l'olivine, si je me rappelle bien. Et donc, c'est un minéral qui est plutôt qui est foncé vert. C'est un minéral qui est créé, si on parle de notre planète, dans le manteau terrestre. Donc, continuons. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, c'était la raison spécifique que je voulais y aller. Donc, ici, on pouvait voir, alors celui-ci est une autre tranche, donc dans celui du bas, qui est fait de métal seulement. Mais si vous regardez, c'est comme s'il y avait un patron avec des lignes qui sont en diagonale. Et la raison pour cela, c'est que ce sont des météorites qui sont métalliques, c'est vrai, mais sont faits de plusieurs métaux. Donc celui-ci, ce sera un mélange de fer, nickel. Et donc, puisqu'il y a ces deux métaux, ils forment et qu'ils ont été chauffés soit dans l'espace ou lorsqu'il est entré dans notre atmosphère, c'est comme si c'est des cristaux de métaux qui sont formés. Moi, je dirais que c'est probablement fait à la formation et non pas lorsque c'est arrivé dans l'atmosphère. Surtout que les patrons ici sont les mêmes sur le tour que dans le centre. Donc, un jour, je vais sûrement mettre la main sur un de ceux-ci, mais je n'ai pas eu la chance encore. Donc, voyons voir s'il y a d'autres exemples. Donc, ici, je voulais montrer ici un peu de documentation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les météorites se font chauffer dans l'atmosphère. Donc, si c'est des métaux, ils vont fondre. Mais chose intéressante, c'est que s'ils sont très gros, ils peuvent avoir une grande dimension, mais ils vont se rétrécir par la friction. Et souvent, on peut se retrouver avec ceux-ci sur la Terre. Maintenant, lorsque ceux-ci sont faits de roches, ils ont tendance à être moins durs. Donc ça, ce sont ici des exemples. Ce sont des exemples ici, justement. Donc, si on regarde, c'est des mélanges de métaux et de roches. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque ceux-ci entrent dans l'atmosphère? C'est qu'ils sont beaucoup moins durs et ils ont tendance à se désagréger beaucoup plus facilement. Donc, si on regarde ici les exemples, ce n'est pas, il y a des métaux, c'est vrai. Par contre, il y a d'autres matériaux à l'intérieur, ce qui fait que ce n'est pas un ensemble solide uniforme. Donc, la plupart du temps, lorsqu'on a des météoroïdes qui ont quelques mètres et qui entrent dans l'atmosphère, s'ils sont métalliques, les chances sont qu'on va se retrouver avec quelques météorites par terre. S'ils sont faits de roches seulement et de minéraux, ils ont tendance à se désagréger complètement. Et c'est bien sûr dépendant de la composition de celle-ci. Donc, voyons voir. Et ça, c'est ce petit vidéo ici que j'ai. Voyons voir, j'en ai quelques autres qui sont intéressants. Donc, voyons voir le deuxième.
fois. Où est-il? On va ici, play, voilà. Peut-être qu'il n'aime pas les deux vidéos. On a des matins comme ça, n'est-ce pas? Alors, voici le suivant. Donc, je vais vous montrer ceci. Je vais le mettre comme ça. Vidéo faire. Est-ce qu'on regarde celui-ci? On va regarder celui-là. Voilà. Donc, ce deuxième fichier ici, on peut voir que ce sont encore des météorites qui sont métalliques. C'est souvent ceux qui peuvent survivre à long terme dans l'atmosphère. Ici, on peut voir l'extérieur. Je vais attendre ici. On peut voir ici l'extérieur. Ce n'est pas uniforme et c'est à cause de la friction. N'oubliez pas que les avions sont faits de façon pointue pour avoir de l'aérodynamisme. Par contre, une roche qui est dans l'atmosphère n'est pas aérodynamique. Donc, celle-ci aura tendance à tourner au fur et à mesure qu'elle va dans l'atmosphère. Donc, continuons. Donc, ici, on peut voir celui de météorite de droite, excusez. On peut voir qu'il y a des métaux ici, c'est fantastique. Et ici, si je regarde bien, ce sont aussi des métaux. Ils n'ont pas de cristaux qui ont été faits. Ici, on peut voir les petits morceaux à l'intérieur. Donc, on se retrouve avec un mélange de métaux et de roches. Donc, ça, c'est un autre exemple d'extérieur. Celui-ci est à peu près 60 à 70 cm aussi. Un autre ici qui est métallique. Alors ici, je n'ai pas mis de son parce qu'il y avait beaucoup de personnes autour, mais je voulais quand même vous montrer l'idée. Alors ça ici, c'est chondrite. Alors ces météorites sont un mélange ici. Donc on peut voir la texture ici où on a des morceaux. Alors en français, on dirait que c'est une brèche. Donc sur le sol, ici sur Terre, il arrive avec les mouvements tectoniques, on peut se retrouver avec des brèches. Donc, ce sont des mouvements tectoniques. Et ainsi, on a la même chose. Donc, on avait une roche qui était beaucoup plus grande avec un mélange de toutes sortes de particules. Donc, ça nous donne un peu des idées de comment ces roches étaient dans l'espace et ça nous donne des façons d'interpréter, de dire, OK, d'où vient l'environnement géologique pour ce type de roche. Continuons. Si on regarde les textures, c'est fantastique. C'est très, très clair, c'est bien. J'avais mis ma caméra sur la fenêtre, comme ça, il y avait moins de vibrations. Donc, voyons voir si on peut passer à la suivante. Oups, je suis allé un petit peu trop rapidement. Donc ici, on peut voir, ce sont des exemples où c'est presque exclusivement rocheux. Donc, lorsqu'il est dans l'atmosphère, certaines choses arrivent. Oui, ces météoroïdes, lorsqu'ils sont des météores dans l'atmosphère, vont rougir par la friction. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'il y a une grande chaleur, c'est que les minéraux peuvent réagir avec l'oxygène de la surface. Donc, d'une certaine façon, il y a une certaine oxydation des minéraux due à l'oxygène de notre atmosphère. Donc, ça, c'est intéressant. Ici, on peut voir. Et bien sûr, il y a des parties qui sont plus dures que d'autres dans une roche, donc certaines parties peuvent survivre plus que d'autres. Mais ceci, c'est... Voilà, voilà. Et voici deux autres exemples. N'oubliez pas que si on a un matériel rocheux qui est immense, il peut se désagréger en beaucoup de fragments beaucoup plus petits. Donc, alors un autre exemple ici, on peut voir les fragments à l'extérieur et l'intérieur. Donc, voyons voir ici. Alors ici, pour suivre ce que Chiffre Alphabet a montré tout à l'heure, une pierre de la Lune. Donc, ce sont ici des météorites lunaires. Donc, c'est des pierres qui ont été ramassées soit par certaines expéditions, missions spatiales sur la Lune, et on a ramené ces pierres sur Terre pour les études. Donc, on peut remarquer, bien sûr, que nous allons les trancher.
Ceci permet de pouvoir distribuer à plusieurs laboratoires ces roches. N'oubliez pas que si on fait une mission, donc par exemple, si on prend la Station spatiale internationale où il y a les États-Unis, le Canada, la Russie, on a plusieurs pays d'Europe. Il y a plusieurs pays qui sont en coopération. Donc, lorsqu'il y a une mission semblable, disons, sur la Lune, qui est une collaboration, lorsqu'on ramène, par exemple, des roches, des météorites lunaires ou des roches du socle rocheux lunaire, on va diviser ces matériaux pour que chaque pays qui a participé à la mission permet d'avoir le premier choix sur l'information. En passant, ce qui est intéressant, vous savez, on a parlé par exemple du télescope James Webb. Donc présentement, la NASA nous donne des photos. Par contre, dans les mois qui vont venir, lorsqu'il y aura des centres de recherche, une université par exemple, ou autres, qui vont demander à la compagnie qui s'occupe du télescope d'aller voir un endroit de l'espace. D'après ce que j'ai lu, c'est que cette université aura le droit exclusif des données pour 1 an. Donc pour 12 mois. Après 12 mois, ces informations deviennent publiques. Donc ce sera du domaine public, donc tout le monde peut avoir accès. Mais tout de même, les centres de recherche qui participent ou demandent les données, qui vont payer pour le temps pour le télescope, auront la chance d'avoir ces données pendant 1 année, ce qui permet de pouvoir faire avancer la science et bien sûr publier leurs documents de recherche. Donc, continuons. Donc ici, on peut voir que c'est beaucoup plus rocheux comme météorite qui vient de la Lune. Donc, continuons. Voyons voir. On avance un petit peu. Ça va me permettre de voir si je peux prendre des photos. Comme ça, lorsqu'on va pouvoir discuter, ce sera intéressant et je vais utiliser ceci dans mes classes, bien sûr. Donc ici aussi, ce sont comme un peu des brèches. Ça ici, c'est un regroupement de différents matériaux. Il y a aussi des météorites de Mars. Maintenant, ceux-ci ne viennent pas nécessairement. Ça, c'est une bonne question. Lorsqu'on parle des météorites martiennes et des météorites lunaires, certains des matériaux qui viennent ici sont le fait qu'il y a un météoroïde qui a frappé la Lune ou Mars. Il y a eu des roches qui ont été éjectées dans l'espace. Et ces roches éjectées voyagent dans l'espace et finissent sur notre planète. Donc, c'est vrai qu'on peut faire des missions pour aller sur la Lune, mais les chercheurs ont aussi remarqué qu'il y a, suite aux collisions entre une planète, une Lune et un astéroïde ou un météoroïde, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a du matériel qui est éjecté dans l'espace et finit chez nous. Donc, on n'est pas vraiment on n'est pas allé sur Mars pour aller chercher des matériaux rocheux sur Mars. Ce sont des météorites qui viennent de Mars, basées sur la théorie que je viens de mentionner. Et ça, c'est basé sur ce que les scientifiques et les géologues ont idée comme composition de la surface des planètes et de la Lune. Donc ici, un autre météorite. On peut voir ici à gauche un météorite qui est métallique. C'est un gros bloc de métal. Maintenant, ça nous mène à un point intéressant. C'est que dans le futur, il y a des compagnies privées qui se disent, s'il y a des astéroïdes, des objets célestes comme ceci qui est dans l'espace, qui sont métalliques et qu'on a des preuves parce qu'ils arrivent sur Terre, pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas prendre des appareils sur Terre et aller sur un astéroïde qui est métallique et extraire le métal dans l'espace? Parce que n'oubliez pas qu'un des aspects difficiles de l'exploration spatiale, c'est l'énergie nécessaire pour pouvoir quitter la gravité terrestre. Donc, si par exemple on veut construire, disons, une station spatiale dans l'espace, la Station spatiale internationale, ce sont tous des composants qui viennent de la Terre et qui ont été envoyés dans l'espace. Par contre, si on veut faire une structure beaucoup plus grande,
on veut faire une station permanente, soit sur la Lune ou Mars, est-ce qu'on veut prendre l'énergie pour soulever tous ces métaux et ces matériaux du sol, de la Terre où il y a beaucoup de gravité pour aller jusque dans l'espace? Donc l'idée, c'est si on pouvait extraire le fer et le nickel d'un astéroïde dans l'espace, on n'a pas à s'occuper de la gravité et on peut prendre ce minerai et aller le porter sur la Lune ou sur Mars et à ce moment-là, on peut l'utiliser. Ou même, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas? Donc, si on regarde des films de science-fiction, donc j'aime bien Star Trek par exemple, je sais qu'il y a une émission qui s'appelle Orville maintenant sur Netflix. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si on peut faire des vaisseaux spatiaux ou si on peut faire des composants spatiaux dans l'espace, à ce moment-là, on n'a pas à s'occuper de la gravité. Ça coûte beaucoup moins cher par rapport à l'énergie. Voilà, voilà. Donc, je vais avancer un peu pour la prochaine section. Donc, ça ici, c'est fantastique. Donc, ici, celui-ci, on peut voir, c'est une météorite qui est métallique, mais à l'intérieur de celui-ci, c'est fait de matériaux et celui-ci, c'est de l'olivine aussi. Maintenant, ce qui est intéressant de cela, c'est on se dit, OK, si nous avons des astéroïdes qui sont métalliques et d'autres sont rocheux, ça veut dire qu'à quelque part, il y a eu un processus pour les faire, pour former, pour regrouper ensemble certains métaux à un endroit précis. Donc l'idée, c'est que si on prend la ceinture d'astéroïdes entre Mars et puis Jupiter, on a toute une bande d'astéroïdes avec des matériaux qui sont de quelques mètres à, peut-être si on prend Cérès qui a un diamètre de 500 mètres. Donc, qu'est-ce qui arrive ici, c'est que on a des astéroïdes de différentes compositions. Donc, souvent, on dit que la ceinture d'astéroïdes, c'est comme si c'était une planète qui aurait pu être formée, mais n'a jamais réussi à mettre tous les morceaux ensemble. Et ça nous donne des idées à savoir, OK, si on reçoit des météorites avec certains matériaux, il y a des chances que ces types d'organisations, avec métaux, roches, certains minéraux comme l'olivine, nous donnent des idées sur ce qui se passe à l'intérieur de notre planète Terre. Donc, le centre ou le noyau de la Terre, on dit qu'il est fait de fer. C'est vrai. Mais les chances sont que c'est métallique, fer, nickel ou autre, un peu comme les vestiges que ces météorites nous donnent. La croûte terrestre est faite surtout de roches, le manteau est fait de minéraux spécifiques, donc le fait d'étudier les météorites peut nous donner des indices sur comment est fait l'intérieur de notre planète et d'autres lunes, et ainsi de suite. C'est très intéressant. Donc ça va être une superbe photo. Voilà, avec une mise au point. Un autre ici, donc métallique. L'olivine ici, ça c'est une autre superbe, on peut voir. Il y a un minéral ici. Donc on peut voir, ceci aurait été fait à l'intérieur d'un manteau terrestre, par exemple, un endroit où il y a du liquide, des métaux liquides, et on se retrouve avec ces minéraux. Alors ici, spécifique encore, métaux, minéraux. Donc c'est intéressant. Voilà, voilà. Maintenant, lorsqu'on parle de métaux liquides, souvent on peut parler de gravité parce que les métaux ont une masse volumique beaucoup plus grande que des roches, par exemple, et certains minéraux. Donc, dans les semaines à venir, je vais parler d'un bassin géologique qui s'appelle, c'est à Sudbury, où on peut remarquer comment est-ce que la géologie est organisée et ça explique un peu comment certains gisements de nickel, cuivre ou autres sont organisés. Donc ici, on peut voir un autre météorite avec les métaux. Donc, j'ai passé peut-être 45 minutes. Oui, c'est vrai, j'ai filmé, mais juste à regarder les textures. Ce sont des textures qui ne sont pas terrestres, ce sont des textures extraterrestres. Pas que c'est un composé organique, mais c'est des composés de roches et de métaux.
C'est fantastique. Donc, un autre ici, on peut voir, on va assez rapidement. Donc, ici, beaucoup plus rocheux. Donc, on peut voir ici une partie qui est beaucoup plus métallique et avec certaines composantes. J'ai bien aimé celui-ci. Voyons voir, je pense qu'on va trouver un angle qui sera très bien. Oups, voyons voir. On va arrêter de bouger. Oups. Je vois si je... Alors, c'est fantastique de voir. Je pense que je vais y retourner tout à l'heure. Donc ici, on peut voir que l'oxydation de l'oxygène et du métal, ici du fer, en contact avec l'oxygène et la chaleur, comment ici ça a été désagrégé, mais l'intérieur, c'est fait de ces cristaux. Ça, c'est les météorites ici. J'ai bien aimé le fait que, oui, on peut voir l'entrecroisé des métaux cristallins. Donc, ce sont des cristaux de métal. Alors, les chances sont qu'ils étaient, si on prend une idée de métal qui est une sorte de métaux liquide, lorsque celui-ci a refroidi, certains métaux se cristallisent ou vont former des structures avant un autre, dépendant de la température de fusion. Et ici, on peut voir il y a des inclusions ici de roches ou autres. C'est seulement noir, c'est sûrement difficile maintenant de savoir qu'est-ce que c'est. Mais ceci, c'est l'âge de notre système solaire à 4, 5, 6 milliards d'années. C'est fantastique. Donc ça, ce sont les points que je voulais mentionner par rapport aux météorites. Je vais ajouter d'autres segments. Une fois que j'aurai continué ma lecture, je vais sûrement retourner là-bas parce que lorsqu'on a une idée visuelle, c'est bien, mais lorsqu'on commence à se poser des questions, c'est toujours fantastique. Donc, une de mes questions, c'est si on regarde ces petits cristaux métalliques, il y a des angles spécifiques. Donc, j'aimerais essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Alors ici, Chiffre Alphabet a une question pour nous. Donc, on va quitter ceci et on va voir si on peut... voyons voir, share screen. Non, on va annuler ceci. Voilà. Donc, la question est la suivante. Pourquoi voit-on le soleil de couleur jaune? Oh, ça, c'est une excellente question. Alors, je vais donner quelques analogies intéressantes. Si vous prenez une allumette et que vous allumez celle-ci, habituellement, cette allumette aura une petite flamme qui sera rouge comme ceci. Qui sera rouge comme cela. Par contre, lorsqu'on a ici une chandelle, c'est vrai que c'est rouge, mais il peut aussi y avoir du orange. Oh, je n'ai pas de orange, c'est fantastique. Donc, rouge, orange et jaune. Ces températures ont tendance à être assez foncées comme couleur. Chose intéressante, si vous travaillez en industrie ou dans un garage, par exemple, vous pouvez prendre, ou même un laboratoire de sciences. On utilise du gaz. Et lorsqu'on mélange le gaz avec l'oxygène, on peut se retrouver avec une flamme bleue comme celui-ci. Une flamme bleue comme cela est beaucoup plus chaude. On peut utiliser une flamme comme ceci pour chauffer, par exemple, voyons voir, couper du métal, par exemple, dans une manufacture, dans un garage pour faire quelque chose. Si vous êtes à la maison et que vous avez une cuisinière, habituellement, une cuisinière, lorsqu'on a le gaz naturel qui arrive, les flammes ont tendance à être bleues, un petit peu de jaune quelquefois, mais c'est tendance à être bleu. Donc ici, on a des différentes couleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que la température des flammes nous donne les températures
de ces gaz qui sont brûlés. Chose intéressante, lorsque les flammes sont bleues, ils sont plus chaudes. Lorsque les flammes sont rouges, c'est plus froid. Je ne dis pas que c'est froid comme de la glace, mais la flamme ici est beaucoup moins. La flamme est beaucoup moins chaude. Alors ça, c'est première chose. Ce que je vais faire maintenant, je vais montrer, c'est Hertz Sprung Russell. Lorsque je fais de l'astronomie dans ma classe, je vais montrer, donc voyons voir si je peux trouver un diagramme qui n'a pas de droit d'auteur. Voyons voir. Voilà. Ça, c'est excellent. Donc ça vient de ici Wikimedia. Voilà. Très bien. Voyons voir si je peux vous montrer ceci maintenant. Ce n'est pas celui-ci que je vais voir, c'est celui-là. Nous allons ici montrer l'écran. Je dois changer ça de l'autre côté. Voilà. Donc, moi, je vais descendre ceci pour vous montrer ce diagramme qui est fantastique. Donc ça, c'est un diagramme qu'on appelle Hertzsprung-Russell. Ce sont deux scientifiques, deux astronomes qui ont pris les données qu'ils avaient sur les étoiles et ont dit, est-ce qu'il est possible de catégoriser les étoiles à partir de ce que nous avons? Donc, je vais vous montrer ici le diagramme et je vais enlever ça. Donc ici, le diagramme, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les deux axes, en bas ici, nous avons l'axe des températures. Donc, lorsqu'on a des températures à l'extérieur d'une étoile, lorsque c'est à peu près 3000 Kelvin, on peut arrondir avec 3000 Celsius, ça va. On a des étoiles qui ont tendance à être rouges. Par contre, lorsqu'on augmente les températures à 6000, 10 000, voyons voir, vous voyez ça, 6000 degrés, 10 000 degrés. À 10 000 degrés, on se retrouve avec des étoiles où la lumière qui arrive vers nous est une lumière qui a tendance à être blanche. Et si on se retrouve avec des étoiles donc l'information lumineuse est la lumière bleue, on se retrouve avec 30 000 Celsius ou 30 000 Kelvin. Donc, chose intéressante, donc ici, c'est que la température d'une étoile nous donne sa couleur. Ou, inversement, si on regarde une étoile et l'information qui nous arrive, que ce soit le rouge, le jaune, blanc, bleu, ça nous donne des informations sur la température de cette étoile. Très bien. De l'autre côté ici, l'axe nous montre la luminosité. Donc, l'idée ici, c'est que lorsqu'on regarde une étoile, les étoiles dans l'espace, ce sont tous des petits points blancs. Notre Soleil est beaucoup plus gros parce qu'il est très près de nous. Donc, dans le ciel, il est possible, voyons voir, donc, je vais faire ça comme ça. Donc, disons que je fais une constellation et que cette constellation serait un sourire. On va voir où est-ce que je suis. Que la constellation, c'est un sourire ici. Il se peut que cette étoile soit à cette distance ici de la Terre, et ça va. Par contre, cette étoile qui est ici, c'est une étoile qui est beaucoup plus grosse, mais qui est, voyons voir,
beaucoup plus loin que celle-ci. Mais même si elle est plus grosse, la distance est tellement grande qu'il semble être de même diamètre. De la même façon que ici, nous pouvons avoir 3 étoiles et que l'étoile que nous voyons ici, avec un télescope puissant, pourrait nous dire que c'est une galaxie qui est très très loin, mais puisque cette galaxie est à des milliards d'années-lumière, ça ressemble à un point dans l'atmosphère. Donc, dépendant de la distance, ça nous donne ici des luminosités que nous, on peut voir et on peut mesurer. OK. So, voyons voir si je peux retourner à mon... Ici, voyons voir. Très bien. Donc, je retourne à mon graphique ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde, pour retourner à la question originale, nous avons le Soleil qui se retrouve un peu au milieu. Donc, on a dit que notre Soleil est fantastique. C'est un peu comme notre point de référence. Notre étoile, elle est jaune parce qu'à la surface de notre étoile, la température est entre 5 et 6 000 degrés Kelvin. Maintenant, notre étoile, elle est chaude, mais il y a des étoiles qui sont moins chaudes, qui seront orange ou rouge, mais il y a des étoiles qui sont beaucoup plus chaudes, et ça devient soit blanche ou bleue. Une chose intéressante, vous allez dire, pourquoi est-ce qu'il y a des étoiles qui ont des différentes températures? Ça dépend de ce qui se passe à l'intérieur de celle-ci. On a vu dans le passé que si nous avons, dans une étoile, il y a une grande température et de pression due à la gravité. La plupart de l'énergie qui vient de notre Soleil, voyons voir, où est-ce que je suis? La majorité de l'énergie qui vient de notre Soleil, ce sont les atomes d'hydrogène qui nous donnent de l'hélium. Mais dans l'évolution d'une étoile, il y a différents métaux qui sont produits, différents atomes qui sont produits et qui produisent une différente quantité d'énergie. Donc, la semaine passée, justement, Chiffre Alphabet avait une question sur la fusion nucléaire ou la fission nucléaire. Ici, on parle de fusion nucléaire. Donc, dépendant des atomes qui sont disponibles et avec la pression et la température, vont se joindre ensemble pour faire de nouveaux atomes, plus de l'énergie. Plus la fusion se fait rapidement, plus il peut y avoir d'énergie qui sont formées. Donc, ça explique un peu pourquoi que différentes étoiles ont différentes couleurs. Est-ce que je vais continuer? Je vais continuer un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que notre Soleil brûle, mais éventuellement, il va manquer d'atomes d'hydrogène et d'hélium pour faire la fusion nucléaire, parce que notre étoile a tendance à être petite. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il va arriver un moment où certaines de ces fusions vont se passer rapidement. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que vu que la fusion sera rapide, il y aura une expansion du diamètre de notre Soleil. Donc, si on a une concentration de Soleil grand comme ceci, qui est divisée en une sphère beaucoup plus grande, notre Soleil, dans son évolution, dans 4-5 milliards d'années, deviendra une géante. Ce sera une étoile qui sera chaude, mais qui sera moins chaude que présentement, dû à sa dimension. Et je vais voir si je peux faire l'évolution d'une étoile la semaine prochaine. Ça, c'est une évolution. C'est un de mes sujets favoris. Et chose intéressante, c'est que si on pense à notre Soleil ici, qui à la fin de sa vie deviendra une géante comme ceci, et en passant, le diamètre sera tellement grand qu'elle va engouffrer Mercure, Vénus, notre Terre et Mars possiblement aussi. Donc, ces planètes n'existeront plus. Et n'oubliez pas que dans 4 milliards d'années, 5 milliards d'années,
que sera l'humanité à ce moment-là? C'est une bonne question. Et qu'est-ce qui va arriver lorsque tout, avec sa grandeur et la quantité d'énergie, lorsque le Soleil aura donné toute son énergie, il va redevenir très, très petit. Et alors, le cycle, alors si je pars du Soleil ici, elle va devenir une géante comme cela et va finir par devenir ce qu'on appelle une naine blanche. C'est une petite étoile. Alors, si notre Soleil est comme ceci, ce sera une petite étoile grande comme ceci, avec de l'énergie concentrée qui va briller très, très chaude jusqu'à ce qu'elle va mourir. Mais ça va prendre probablement 50 à 100 milliards d'années. Donc, c'est beaucoup plus loin. Vous allez dire, comment est-ce qu'on peut avoir, alors notre Soleil deviendra une géante. Comment est-ce possible d'avoir des super géantes ou d'avoir des étoiles qui sont bleues? Ça dépend de la quantité de matière. Donc, si on a des étoiles qui sont beaucoup, beaucoup plus grandes, avec une masse beaucoup, beaucoup plus grande que notre étoile maintenant, donc ceux-ci vont pouvoir avoir beaucoup plus de fusion nucléaire, seront plus brillantes et les températures seront plus grandes. Mais ici, il y a la séquence principale dans le centre. La majorité des étoiles qu'on a observées jusqu'à maintenant avec nos technologies se retrouvent ici, sur cette séquence principale. Donc, c'est une bonne façon de catégoriser. Ça nous donne un peu une idée sur les couleurs et ça répond à l'excellente question de Chiffre Alphabet ce matin. Donc, merci beaucoup, Chiffre Alphabet, pour ta question. Voilà, voilà. Donc, c'est bon, c'est bon. Je vais voir si je peux arrêter pour qu'on puisse bien voir. Très bien. Alors ça ici, ça nous donne, c'est un peu les sujets que j'ai pour vous aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre dans la section clavardage. Je vais rester ici s'il y a une question supplémentaire. Sinon, on va peut-être finir un petit peu plus tôt. Il fait super beau à l'extérieur. On va aller faire un petit tour dehors, faire du vélo. Et pendant que, pour voir s'il y a une question qui arrive, on peut voir ici comment est-ce que le métal, le fer, nickel, se sont solidifiés et on peut voir qu'il y a des angles spécifiques. Et c'est ça qui est intéressant. Ce sont ces angles que je vais essayer de voir si on peut les identifier un petit peu. Ça nous permet même d'identifier les métaux lorsqu'on regarde ceux-ci. Donc, il n'y a pas d'autres questions aujourd'hui. Si vous regardez en rediffusion, n'oubliez pas, vous pouvez mettre les commentaires dans la section commentaires. Je les regarde pour avoir des sujets dans notre émission. Si vous avez aimé notre émission, faites-le, donnez-moi le pouce comme ceci et abonnez-vous parce que je suis ici pour partager avec vous des sciences. Alors sur ce, passez une superbe semaine et on va se voir samedi prochain à la même heure. Au revoir à tous.